Bonjour à vous tous. Pour ce curé enragé numéro 43, je voudrais réagir au pacte de Marrakech, cet accord international sur les migrations que la France ainsi que les autres pays de l'ONU, sauf certains, ont voté et accepté. C'est tout récemment que ce texte a été finalement adopté. On remarque d'abord que la discussion autour de ce texte a été totalement occultée, n'a pas été prévue en quelque sorte, parce que on le voit surtout dans les grandes chaînes d'information télévisées, il s'agissait d'un problème brûlant et peut-être ne fallait-il pas le surajouter aux gilets jaunes. Pas de débat ni au Parlement français, pas de débat par référendum, rien. Une décision autoritaire. La preuve que la démocratie dans notre pays est plutôt devenue un leurre. Alors bien sûr, on peut être antidémocratique, ne pas croire à la démocratie, je le conçois très bien, mais à ce moment-là, qu'on ait le courage de le dire, qu'on ait le courage de dire que l'on gouverne un peuple sans son consentement. Pourtant, dans les autres pays, ce texte, ce pacte de Marrakech a soulevé des crises majeures. Je prends par exemple la Belgique, notre voisin la Belgique. L'adoption de ce texte a provoqué finalement la démission du Premier ministre de Belgique, parce que justement la majorité du peuple n'était pas favorable à ce texte. J'ai lu le pacte de Marrakech. Il s'agit d'un texte de 41 pages que l'on trouve très facilement sur le site de l'ONU en français. Des pages longues, ennuyeuses, beaucoup de redites, absolument pas de concision, beaucoup de termes ambigus, la tarte à la crème sur le féminisme, bref, un pur produit anglo-saxon. N'y cherchez pas le bon goût du vin ou du fromage ou de la gastronomie française. Tout est anglo-saxon dans ce texte. Officiellement, il veut faciliter, je cite, faciliter la gestion des mouvements de population entre les pays d'origine, de transit et ceux de destination. Il y a bien sûr dans ce texte des aspects positifs. D'abord, au moins aborder le problème. Nous savons bien que les flux migratoires constituent un très très gros problème actuel et au moins ce texte a le mérite d'affronter la question. Deuxièmement, le texte prévoit une lutte sans merci, et c'est très bien, contre la traite humaine, contre les passeurs qui s'enrichissent sur le dos des pauvres, contre les morts en mer, contre les mauvais traitements que l'on afflige à bien des immigrés. Bref, ce texte veut lutter contre l'irrespect des personnes. Et cela est une bonne chose. C'est une bonne chose, bien sûr, que d'accueillir les étrangers, comme l'enseigne l'Évangile. C'est probablement la raison pour laquelle le Vatican s'est déclaré favorable à ce texte. Mais il y a des aspects négatifs. D'abord, si vous lisez ces 41 pages, vous vous apercevrez immédiatement que c'est un texte totalement idéologique. Je parlais du féminisme, mais il y a aussi ce dogme de l'antidiscrimination. On ne tient pas compte, par exemple, de la religion des migrants. Et finalement, on voudrait même, à grande échelle, à échelle mondiale,
un bon lavage des cervelles. Je cite le texte, « Il faut façonner la perception de la migration ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, façonner la perception qu'ont les gens de la migration? Est-ce qu'on va leur laver la cervelle pour leur donner le logiciel nécessaire pour qu'ils acceptent tout et son contraire? Et puis ensuite, le texte parle des dizaines de fois de l'antidiscrimination que l'on doit avoir. Autrement dit, là encore une théorie de l'amalgame. On ne fait plus la différence entre les immigrés légaux et illégaux. On ne fait plus la différence entre l'immigration économique et l'immigration humanitaire, je dirais charitable. Pourtant, il y a bien une différence entre un Saint-Joseph et la Vierge Marie qui immigrent en Égypte pour sauver la vie de Jésus des mains du roi Hérode, et puis Madame Merkel qui importe 1 million de musulmans avec tout l'arsenal terroriste en même temps, tout ça pour combler les effets de l'avortement en Allemagne et donc la dénatalité terrible que connaît l'Allemagne. Antidiscrimination, nous dit-on aussi, mais qui ne sera pas contraignant, car en effet, le texte dit de lui-même, voilà, il s'agit de 23 propositions, d'accord, très bien, mais elles ne vont pas être contraignantes pour les États, il n'y aura pas de loi internationale à ce propos. C'est un pacte moral, nous dit-on. Nous savons bien que le mot pacte n'est pas forcément toujours à utiliser avec son complément, pacte avec le diable. Là, non, c'est un pacte, nous dit-on, moral. Mais depuis quand les pactes moraux ne sont pas normalement source d'un engagement, justement un engagement moral, une parole donnée? Alors quand on nous dit « Ah, c'est un pacte moral », mais ça ne comporte aucune contrainte juridique, ça veut dire que finalement, le monde entier connaît que, eh bien, il n'y a que quand il y a des contraintes juridiques qu'on doit obéir, mais après, la parole donnée dans un pacte moral, on n'en a rien à fiche et on peut faire le contraire. Mais alors, où est la rectitude, la droiture des peuples? On remarque aussi que ce texte, même s'il n'est pas contraignant d'une manière juridique, n'en est pas moins un engagement, une charte, un texte de référence pour traiter des problèmes de migration des peuples. Et donc, bien des pays pourront s'appuyer sur ce pacte moral pour en faire ensuite une application qui, elle, sera contraignante. Je remarque également que dans ces 21 pages, il y a un silence total ou quasi total quant à la protection des pays d'accueil, en particulier la protection de leur civilisation et de leur culture. On ne parle que des arrivants, mais on ne parle jamais de ceux qui reçoivent les migrants. Silence total également sur un des dangers des phénomènes de migration actuels, à savoir le fameux grand remplacement dont parle très bien Renaud Camus, qui, nous le savons bien, est cette théorie qui, pour compenser la dénatalité de nos pays occidentaux causée par l'avortement, par la contraception, par le mariage pour tous, par la disparition des politiques familiales, fait que nos populations autochtones baissent et qu'il faut donc les remplacer. Et c'est un appel d'air. Alors on va les remplacer de façon à pouvoir toujours consommer et faire du profit.
Voilà ce que dit Renaud Camus. Et nous voyons bien que c'est très exactement, je viens d'en parler, le cas de l'Allemagne avec Merkel. Silence sur le grand remplacement, silence aussi sur l'assimilation. Le texte ne parle que d'intégration. Je me méfie de ce mot, parce qu'on nous en a parlé en France et on voit bien les résultats. On n'a jamais connu un communautarisme aussi énorme et une si mauvaise intégration des immigrés, au moins de la dernière vague, parce que c'était tout le contraire avec les mouvements d'immigration en France après la guerre de 14-18, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, etc. Silence complet sur l'assimilation, et André Berkoff a bien raison de tirer la sonnette d'alarme. On parle d'intégration et de multiculturalisme, et on sait très bien ce que ça veut dire. Le multiculturalisme, c'est la mort de l'âme de notre pays et la mort de l'âme des pays qui accueillent. Il faut une assimilation. C'est la seule manière véritablement humaine que de recevoir les migrants. Et puis, on ressort aussi tous ces vieux poncifs, en particulier cette question que nous devons à Giscard d'Estaing, à savoir de favoriser le regroupement familial. Oui, que l'on regroupe les familles, c'est tout à fait normal, c'est juste, mais dans le cadre d'une assimilation. Parce que si regrouper les familles et aboutit à la destruction de la culture du pays, de sa civilisation, de son âme, alors le regroupement familial est une mauvaise chose. Et puis, il y a la proposition 17. On parle de proposition, mais c'est presque des injonctions. La proposition 17 du texte qui va favoriser un discours univoque et unique sur l'immigration et qui propose, entre les lignes, de censurer tous ceux qui ne veulent pas penser comme cela. Ce numéro 17 est une véritable police de la pensée, complétée par le préambule, une partie du préambule de ce texte, de ce pacte de Marrakech, à savoir que les migrations, nous dit-on, sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. Probablement, dans la mesure où ces migrations ne sont pas des invasions, dans la mesure où ces migrations passent par l'assimilation de ceux qui arrivent et par une osmose et un enrichissement mutuel. Mais dans ce cas-là, encore faut-il que l'on accepte d'être assimilé quand on arrive dans un pays. Sinon, alors, pourquoi censurer ceux qui trouveraient d'autres solutions? Et puis, enfin, il y a dans ce texte, hélas, mais il est anglo-saxon, nous le voyons bien, le culte de l'argent. Puisqu'il y a dénatalité en Occident, alors il faut rechercher des peuples de substitution pour maintenir la croissance, la consommation. Vous m'avez bien compris, pour maintenir le profit, les banques, la mondialisation des riches, en quelque sorte, au détriment des pauvres. Quelques extraits de ces textes. L'objectif numéro 16 du texte, par exemple, qui tendrait à rendre obligatoire l'acceptation de la diversité, thème cher à la gauche. Mais est-ce que nous sommes en mesure d'accepter la diversité alors qu'il y a une rupture totale en France de la transmission
des valeurs que nos ancêtres avaient et que l'on devrait normalement transmettre aux jeunes de notre pays. Peut-on se payer le luxe d'une grande diversité culturelle alors que la majorité des Français en sixième ne savent plus ni lire, ni écrire, ni compter? N'est-ce pas une vue de l'esprit et un grand danger que cette diversité culturelle, ce multiculturalisme? C'est aussi dans cet objectif numéro 16 que l'on lit « Il faut définir des objectifs politiques nationaux à court, moyen et long terme en vue de l'intégration des migrants dans la société, notamment en ce qui concerne le marché du travail. » Nous y voilà. Ah, il faut inviter des immigrés pour faire fonctionner nos entreprises, puisque nous, on avorte nos enfants. Autre extrait de ce texte. Il faut appuyer les activités multiculturelles organisées autour du sport, de la musique, des arts, des festivals gastronomiques, du bénévolat et d'autres manifestations qui faciliteront la compréhension et l'appréciation mutuelle des cultures des migrants et des communautés de destination. Comme si il n'y avait pas un discernement à opérer. Et puis, l'objectif numéro 17, je vous en parlais, voilà le titre officiel, je cite, « Éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. » Il faut laver la cervelle des peuples, tout simplement. Alors que conclure? Que conclure si ce n'est que ce texte est bien dangereux et consacre encore une fois l'envahissement de l'idéologie anglo-saxonne dans l'univers mondialiste que nous vivons. Mais la conclusion doit être plus profonde. Bien sûr qu'il faut accueillir l'étranger. Nous sommes chrétiens pour beaucoup d'entre nous, de toute façon, d'une civilisation et d'une culture chrétienne indéniables. Les racines chrétiennes de l'Europe, malgré ce qu'a dit Chirac, elles sont là, elles sont une évidence. Il faut accueillir l'étranger. La charité doit s'exercer. Mais la bonne charité qui s'exerce est une charité qui fait appel à l'intelligence et au discernement. Parce que si on accueille n'importe qui sans avoir les moyens de l'accueillir, alors c'est le mal pour celui qui accueille, le mal pour celui qui est accueilli. Intelligence et discernement, sagesse pour que tout cela puisse se passer dans la perspective d'un bonheur aussi bien pour ceux qui sont reçus dans un pays que pour ceux qui les accueillent. Il s'agit donc de servir le bien commun et non pas l'argent. Je soupçonne ce texte de ne pas vraiment servir le bien commun des peuples et des migrants, particulièrement de ceux qui sont obligés de migrer parce qu'ils sont persécutés. Pensons à tous les chrétiens qui, dans les pays à majorité musulmane, sont persécutés et doivent quitter le pays, par exemple. On ne voit pas ces véritables raisons, mais plutôt on veut servir l'économie internationale, le grand profit, et donc opérer un grand remplacement un peu partout dans le monde pour toujours augmenter davantage le profit. C'est finalement le règne de l'argent et non pas le règne de l'homme, et encore moins de Dieu. Alors, attention quand nous lisons ce texte
Et attention à ce que nous allons faire. Il s'agit, comme le dit la doctrine sociale de l'Église, de replacer l'homme au cœur de l'économie et non pas l'économie au cœur de l'homme. Là est la différence.